Que répondriez-vous si je vous demandais si le nucléaire pollue? Quelle serait une réponse adéquate à cette question? Et maintenant, quelle réponse pensez-vous que Google fournit lorsque vous lui demandez si le nucléaire pollue? Quel site Google recommande-t-il en priorité à des milliards d'utilisateurs sur le sujet de la pollution du nucléaire? Pour répondre à cette question, je vais vous présenter les résultats d'une recherche en navigation privée depuis Lausanne en Suisse le dimanche 14 mars 2021. Si vous faites les mêmes recherches depuis chez vous, vous devriez obtenir des résultats différents et ça c'est très intéressant. Du coup, je vous invite à auditer vous-même Google. Passons aux résultats de mes recherches. De façon intrigante, chez moi, Google met explicitement en avant un article de la Société française d'énergie nucléaire qui insiste sur l'absence d'émission des particules qui contribuent le plus à la pollution de l'air, de l'eau et des forêts. Le deuxième lien, lui, vient du réseau Sortir du nucléaire. Étrangement, l'extrait choisi par Google parle de bombes atomiques, alors que l'article parle en fait davantage des déchets nucléaires. Le troisième lien, lui, répond non, le nucléaire ne pollue pas, alors que la réponse à la question encadrée, extraite du troisième lien, répond lui aussi non. Qu'en est-il maintenant des autres moteurs de recherche? Que disent les algorithmes les plus influents du monde à des milliards d'utilisateurs au sujet de la pollution nucléaire? Microsoft Bing, lui, inverse en quelque sorte les priorités. Il référence en premier le site sortirdunucléaire.org qui insiste sur les déchets radioactifs. Le second lien, lui, souligne que le nucléaire émet beaucoup moins de gaz à effet de serre que le charbon. Les vidéos recommandées, elles, sont par contre négatives sur le nucléaire. Si Yahoo recommande les deux mêmes sites que Bing, il le fait dans un ordre opposé. Par ailleurs, étrangement, le premier lien met en avant la définition de l'énergie nucléaire plutôt que l'onglet « Le nucléaire et l'environnement ». Ça paraîtrait un peu plus pertinent pour la question posée. Cet onglet souligne par ailleurs les risques d'utilisation pour des bombes nucléaires. Sur Quant, parmi les 4 premiers liens, on trouve 2 fois le site sortirdunucléaire.org, avec étrangement les mêmes extraits. Le deuxième lien parle des effets sur les gaz à effet de serre, et le quatrième lien, lui, parle des accidents nucléaires et de leurs conséquences sanitaires et sur la contamination des sols. Comme Quant, Ecosiam met sortirdunucléaire.org 2 fois en avant parmi les 3 premiers liens, avec hopeenergy.com en deuxième position. Chez DuckDuckGo, on a un quatuor initial fait de sites différents qui font du 50-50 avec alternativement un lien critique du nucléaire et un lien qui souligne les avantages sur la pollution de l'air. Enfin, sur YouTube, les recommandations parlent toutes des déchets nucléaires. Notez par ailleurs que de façon intrigante, à l'exception de YouTube, les recherches anglophones d'As Nuclear Pollute mettent systématiquement en avant les faibles émissions en CO2 du nucléaire, avec même des onglets qui soulignent que le nucléaire est probablement l'énergie avec le plus faible impact sur l'environnement. Mais donc, est-ce que tout ça, ça vous satisfait? Est-ce que les résultats de recherche vous paraissent robustement bénéfiques pour le futur de l'humanité? Est-ce que ce sont les réponses que ces algorithmes devraient fournir à des milliards d'utilisateurs? Ce que j'aimerais illustrer avec ce bref audit des moteurs de recherche, ce n'est pas tant si les algorithmes sont bons ou mauvais. Malheureusement, une analyse de ces algorithmes demanderait une étude beaucoup plus poussée et sophistiquée que ce que je viens de présenter. Ce sur quoi j'aimerais insister, c'est que ces algorithmes n'ont rien de neutre. En fait, ils ne peuvent rien avoir de neutre. Les utilisateurs veulent que ces algorithmes mettent des sites ou des vidéos en avant plutôt que d'autres. Ces algorithmes sont donc contraints de juger ce qui doit être recommandé. Ils ne peuvent pas ne pas juger. Ils doivent prendre des décisions, ils doivent choisir quelles réponses seront mises en avant. Or, pour des sujets complexes comme la pollution du nucléaire, mais aussi la pertinence des mesures de confinement ou la gestion de la dette publique, il n'y a malheureusement pas de réponse simple. Répondre oui ou non à la question « le nucléaire pollue-t-il » sera nécessairement une simplification radicale gênante. Expliquer la pollution du nucléaire nécessite des minutes, voire des heures de discussion. Mais alors, dans cette discussion, il faudra commencer quelque part. Et le simple choix du point de départ, sachant notamment l'attention limitée du public, sera nécessairement un dilemme délicat. Alors bien sûr, la plupart du temps, les dilemmes de recommandation auxquels les algorithmes sont confrontés ne sont pas des questions de vie ou de mort. Mais parfois, quand il s'agit de recherches sur les vaccins, sur le Covid-19 ou sur la santé mentale, il s'agit bel et bien de questions de vie ou de mort. Et comme il y a de milliards de telles recherches auxquelles il faut répondre, même si seulement 1% de ces requêtes sont des questions de vie ou de mort, on obtient alors des millions de dilemmes éthiques majeurs. Pire encore, quand il s'agit d'influencer les préférences de l'opinion publique sur les énergies dans lesquelles nos gouvernements vont investir, il s'agit bel et bien de questions de vie ou de mort, non seulement pour les utilisateurs influencés par les algorithmes de recommandation, mais de façon plus vicieuse encore, ce sont des questions de vie ou de mort pour des millions de co-citoyens des utilisateurs de ces moteurs de recherche.
En effet, l'Organisation mondiale de la santé estime que la pollution de l'air tue autour de 4 millions d'humains par an. De meilleurs choix énergétiques pourraient permettre de réduire cette pollution. Et même si l'effet n'est que de 1%, ceci reviendrait à sauver ou à sacrifier des dizaines de milliers de vies, ce qui semble d'ailleurs déjà plus grand que le nombre total de morts causées par l'énergie nucléaire. Plus que jamais, il est devenu critique de cesser de voir les dilemmes des algorithmes de recommandation comme étant un problème individuel. Dans le monde ultra connecté dans lequel on vit, ce qui est recommandé à vos voisins affecte désormais la santé et la sécurité de tous vos concitoyens et de leurs proches. Surtout quand il s'agit de maladies contagieuses comme le Covid-19, de décisions politiques qui vont affecter l'économie et l'environnement, ou de risques de sécurité nationale comme la radicalisation idéologique, votre bien-être et votre sécurité dépendent de ce qui sera massivement recommandé à d'autres. L'éthique des algorithmes de recommandation n'est pas un dilemme individuel, c'est un dilemme de société. L'exemple introductif de cette vidéo est toutefois extrêmement trompeur. J'ai donné une importance disproportionnée aux résultats de recherche. Cependant, ces résultats de recherche représentent une fraction de plus en plus faible de la manière dont les algorithmes influencent les utilisateurs. Et ça, c'est particulièrement le cas dans le cas de Google. En effet, depuis 2016, à chaque instant, il y a en fait plus de vues sur YouTube que de recherches sur Google, avec en 2019 un total de milliards d'heures de visionnage par jour pour 2 milliards d'utilisateurs humains. Et ce nombre a certainement explosé en 2020 avec la pandémie Covid-19 et les restrictions de circulation. Mais surtout, 2 vues sur 3 sur YouTube sont le résultat de recommandations de l'algorithme de YouTube. 2 fois sur 3, les utilisateurs voient une vidéo parce que l'algorithme leur a recommandé de voir cette vidéo. Et ça, c'est YouTube. Sur d'autres réseaux sociaux comme Facebook, Twitter ou LinkedIn, les newsfeeds sont certainement un lieu central de la consommation de contenu. Or, ces newsfeeds, qui sont ce à quoi les utilisateurs sont exposés lorsqu'ils ouvrent leur téléphone et appuient sur les applications de YouTube, Facebook, Twitter ou LinkedIn, ces newsfeeds sont confectionnés par des algorithmes de recommandation extrêmement sophistiqués qui vont sélectionner quel contenu montrer à quel utilisateur parmi les millions ou milliards de contenus à leur disposition. De nos jours, la majorité du temps, les utilisateurs ne vont pas chercher l'information leur est servie sur un plateau par un serveur de contenu. Et même si en principe, bien sûr, les utilisateurs peuvent protester et changer de serveur, en pratique, la quasi-totalité des utilisateurs ne font que consommer ce que les serveurs leur mettent dans l'assiette, qu'il s'agisse d'informations de qualité ou de résultats de campagnes de désinformation organisées. Dès lors, le serveur a un pouvoir énorme. Il peut décider de l'information que boufferont à longueur de journée des milliards d'humains sur Terre. Voilà une situation unique dans l'histoire. Dans l'histoire de l'humanité, jamais aucune entité n'a eu un tel pouvoir. Et comme le dirait l'oncle de Spider-Man, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Pour bien se rendre compte de l'étendue du pouvoir des algorithmes de recommandation, il est critique de bien mesurer l'ampleur de leur influence sur la population. Malheureusement, la grande difficulté de cela, c'est que contrairement au crash d'un avion, les catastrophes causées par les algorithmes de recommandation ne correspondent pas à quelques événements spectaculaires qui vont faire la une des journaux. L'influence monumentale des algorithmes de recommandation correspond davantage à un très grand nombre de petites contributions à des catastrophes. Pour utiliser le jargon des mathématiciens, chaque recommandation davantage bénéfique va avoir un tout petit effet epsilon. Cependant, ces recommandations ont lieu un très grand nombre n de fois. Du coup, l'effet cumulé de toutes ces recommandations est, en première approximation, de l'ordre de n fois epsilon. Malheureusement, de telles quantités sont très difficiles à conceptualiser pour nous autres humains, car nous avons souvent une très mauvaise intuition des très grands et des très petits nombres. Une simple règle de 3 peut toutefois nous aider à nous rendre compte de l'ampleur de tels nombres et d'à quel point notre intuition est un très mauvais guide pour les appréhender. Ainsi, les Jeff Bezos et Elon Musk de notre monde ont une fortune estimée à des centaines de milliards de dollars. Clairement, c'est beaucoup. Mais à quel point est-ce beaucoup? Eh bien, on peut comparer cela à quelqu'un comme moi, dont la fortune est de l'ordre de la dizaine de milliers de dollars. En calculant simplement le rapport entre leur fortune et la mienne, on obtient un rapport 10 millions. Et ça, c'est énorme. Par exemple, à titre personnel, quand je vois une pièce de 10 centimes par terre, je me dis généralement que ça ne vaut pas la peine que j'aille la ramasser. Ça n'augmenterait ma fortune personnelle que d'un 100 millième. Mais proportionnellement, ça veut dire que si Jeff Bezos a le même dédain que moi pour un 100 millième de sa fortune, ça voudrait dire que s'il voit un chèque d'1 million d'euros traîner par terre, Jeff Bezos ne prendrait pas la peine de se baisser pour le ramasser. Pour Jeff Bezos, 1 million de dollars, c'est littéralement ce qu'est un peanut pour moi. Enfin, une cacahuète.
De la même façon, quand il s'agit d'algorithmes de recommandation qui affectent des milliards d'humains, les exemples qui nous sont familiers sont en fait extrêmement trompeurs. Pour bien mesurer l'ampleur de l'impact de ces algorithmes, il est critique de prendre le temps de faire des calculs plutôt que de se fier à notre intuition. Mais donc, quel est le nombre grand N de recommandations que font ces algorithmes? À combien de dilemmes ces algorithmes ont-ils été confrontés? Eh bien, on a vu que YouTube, en 2019, c'est environ 5 millions de vues par minute. Or, le taux de clic par impression est de l'ordre de quelques pourcents, disons 2%. Autrement dit, on va supposer ici qu'une vidéo doit être recommandée 50 fois pour faire une vue. Ça voudrait dire que le nombre de recommandations par minute est en fait 50 fois 5 millions, soit 250 millions. À l'échelle de l'heure, ça nous fait 60 fois 250 millions, soit 15 milliards de recommandations. Chaque jour, cela fait 24 fois 15 milliards, soit 360 milliards. Et chaque année, ça nous fait 365 fois 360 milliards, ce qui nous donne 130 000 milliards de recommandations. Et si on regarde maintenant ce qui s'est passé depuis maintenant plus d'une décennie, et si on inclut aussi les recommandations sur Facebook et les autres réseaux sociaux, on obtient un chiffre qui s'approche du million de milliards. Le nombre de dilemmes auxquels les algorithmes de recommandation ont été confrontés et auxquels ils vont être confrontés dans les années à venir est de l'ordre du million de milliards. Ce nombre est absolument gargantuesque. Il est 10 000 fois plus que la fortune de Bezos Musk en dollars. Si seulement 1 pour 1000 de ces dilemmes est une question de vie ou de mort, par exemple parce qu'il parle de vaccins, de pollution ou de suicide, cela nous fait déjà des milliers de milliards de dilemmes sur des questions de vie ou de mort. Beaucoup de discussions sur l'intelligence artificielle cherchent à comparer les humains aux machines. Cependant, ces discussions s'attardent souvent sur des tâches ponctuelles comme gagner au jeu de Go, conduire une voiture autonome ou avoir une discussion avec un humain. Mais toutes ces comparaisons omettent les deux propriétés les plus importantes des algorithmes les plus sophistiqués d'aujourd'hui, à savoir d'un côté le fait que les applications les plus lucratives et les plus influentes de ces algorithmes ne sont pas ces tâches ponctuelles, et de l'autre le fait que les algorithmes nous surpassent déjà très largement dans la répétition des tâches. Les algorithmes se prêtent beaucoup plus que les humains à ce que les anglophones appellent la scalability, qu'on pourrait traduire par la mise à l'échelle. Vu les échelles démesurées d'Internet, cette capacité de mise à l'échelle semble en fait critique pour surveiller les réseaux sociaux, modérer les faux comptes et recommander les contenus de qualité. En effet, pour bien s'en rendre compte, je vous invite à vous demander quel est le nombre d'heures de nouvelles vidéos mises en ligne sur YouTube à chaque heure. Quelle est l'ampleur du flux de nouveaux contenus sur YouTube? Combien d'humains en simultané il faudrait pour regarder tout ce qui est mis en ligne sur YouTube? D'après vous, on est à combien? À quelques heures de nouvelles vidéos par heure? À quelques centaines d'heures? Eh bien, en 2019, le nombre d'heures de nouveaux contenus par heure était égal à 30 000. Chaque heure, 30 000 heures de vidéos sont mises en ligne sur YouTube. Et encore une fois, c'était en 2019 et ça a certainement explosé depuis. 30 000 heures de nouvelles vidéos par heure, cela fait des milliards d'heures de vidéos au total. Rien qu'en texte, ça représente des proportions gargantuesques. À titre personnel, je dis environ 10 000 mots par heure. Il y aurait donc de l'ordre de milliers de milliards de mots sur YouTube. Sachant qu'un livre contient 100 000 mots environ, YouTube représente alors 10 millions de livres. Ou dit autrement, rien qu'en texte, YouTube c'est environ 1000 fois tout Wikipédia. Or, pour modérer la plateforme, YouTube doit aussi gérer les droits d'auteur, déterminer l'éligibilité aux annonceurs, détecter la pédophilie, sous-titrer les vidéos et identifier à qui ces contenus devraient être recommandés. À chaque heure, YouTube doit avoir analysé ces 30 000 heures de nouveaux contenus. Sachant en plus que ce travail de modération est traumatisant pour des modérateurs humains et que ces modérateurs humains ont aussi leurs propres biais, notamment sur des sujets comme le nucléaire, et qu'il leur est difficile de parfaitement comprendre et appliquer la politique de modération de YouTube, on se rend vite compte que la tâche de rendre les réseaux sociaux bénéfiques ne pourra pas se passer des algorithmes. Malheureusement, concevoir des algorithmes qui seraient robustement bénéfiques pour cette tâche et surtout vérifier que ces algorithmes sont effectivement robustement bénéfiques, c'est une tâche extrêmement ardue. On sait par exemple que pour avoir des algorithmes performants dans cette tâche, il va falloir les entraîner sur d'énormes quantités de données. Or, de la même façon que YouTube ne peut pas être lu par un humain ni même par un groupe d'humains, les algorithmes entraînés sur de telles quantités de données massives et dont le nombre de paramètres se compte également en milliards, voire en milliers de milliards, ces algorithmes échappent désormais complètement à la simple lecture par des ingénieurs ou des armées d'ingénieurs de leur code. Si on veut espérer résoudre les millions de milliards de dilemmes éthiques qu'il faut résoudre pour rendre les réseaux sociaux bénéfiques, il va nous falloir investir massivement dans la conception, le test et l'amélioration des algorithmes de recommandation les plus sophistiqués d'aujourd'hui.
Tel est le fabuleux chantier dont Elmadi Elmhamdi et moi parlons dans notre livre et dont on va parler dans cette série. Tel est également le défi monumental que cherche à relever la plateforme Tournesol que des collègues et moi avons conçu et qui est accessible sur tournesol.app. Et si vous aimeriez en savoir plus sur Tournesol, ça tombe bien, dans les prochaines vidéos, je vais vous en parler et même beaucoup vous en parler.